Bonjour à tous, bienvenue. Donc, mon nom est Vincent Vorbeck, je suis directeur au sein de l'entité de gestion d'énergie et trading au sein d'Engie. Alors, je suis absolument ravi d'être parmi vous ce matin parce qu'on va échanger sur deux thématiques qui me tiennent particulièrement à cœur. D'une part, la gestion d'énergie et les marchés, et d'autre part, la transition énergétique. Bon, j'espère qu'après cette masterclass, vous serez comme moi convaincus du rôle essentiel de la gestion d'énergie et des marchés pour accélérer la transition énergétique, pour accélérer la transition zéro carbone. Au fond, pour commencer, on pourrait se poser la question, tiens, pourquoi y a-t-il une entité de gestion d'énergie et trading dans un groupe comme Engie? Donc, comme vous le savez, Engie est un grand groupe industriel qui est centré sur la transition énergétique. Notre raison d'être, c'est d'agir pour accélérer la transition zéro carbone, la nôtre et celle de nos clients. La stratégie du groupe est axée sur deux grands piliers. D'une part, les renouvelables et d'autre part, les infrastructures. Alors pour bien comprendre pourquoi il y a une entité de gestion d'énergie et trading dans un groupe industriel comme Engie, en fait, il faut faire un peu d'histoire. Il faut revenir dans les années 90 et au début des années 2000 et parler un tout petit peu de la vague de libéralisation des marchés de l'énergie. Avant cela, le secteur électrique et gazier en Europe était aux mains de monopoles intégrés sur la chaîne de valeur, regroupant la production, le transport et la distribution et les activités de commercialisation. L'ouverture à la concurrence a complètement bouleversé cela. Les monopoles ont disparu. Il y a eu séparation entre les activités de production, de transport et les activités de commercialisation. L'ouverture à la concurrence a permis l'émergence de places de marché. Une place de marché, c'est un lieu où les acteurs s'échangent de l'électricité ou du gaz. La libéralisation a aussi entraîné l'émergence de mécanismes de fixation de prix. Donc aujourd'hui, pour vous donner un exemple très concret, le prix d'électricité se fixe heure par heure, de façon coordonnée sur l'ensemble de l'Europe. Et par exemple, à l'heure où nous parlons, le prix d'électricité en France est de 313 € du mégawattheure. Cette ouverture à la concurrence a aussi introduit de nouvelles responsabilités pour les acteurs de marché. Donc Engie, en tant que producteur et commercialisateur, s'est vu attribuer de nouvelles responsabilités. En effet, dans un monde libéralisé, chaque acteur de marché est responsable d'équilibrer son portefeuille. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le terme peut paraître un peu barbare. En fait, c'est très simple. Équilibrer son portefeuille, ça veut simplement dire qu'en face de la consommation de nos clients, nous mobilisions les moyens pour satisfaire à cette consommation. Des moyens qui peuvent être des moyens propres, nos propres moyens de production, ou des achats dans les marchés. Et c'est précisément l'entité de gestion d'énergie et trading qui fait cela au quotidien, qui assure que cet équilibrage de portefeuille se fait en continu et de façon optimale. Pour le dire très simplement, l'entité de gestion d'énergie et trading, c'est le trait d'union entre, d'une part, nos clients, d'autre part, nos actifs de production et les marchés de l'énergie. Et donc, c'est un rôle qui est absolument fondamental. Nous avons deux missions. D'une part, optimiser les actifs dans les marchés et d'autre part, fournir nos clients en électricité et en gaz. Je vais vous donner quelques chiffres, mais vraiment sans vous inonder. Et je me concentre ici sur l'Europe parce que ces activités d'optimiser les actifs dans les marchés et de fournir nos clients, nous le faisons dans le monde entier. Nous le faisons en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Asie et en Europe.
Donc sur l'Europe, nous avons dans notre portefeuille environ 15 000 mégawatts de capacité renouvelable que nous optimisons au quotidien. Des centrales hydrauliques, des actifs éoliens, des actifs solaires. Nous avons aussi plus de 20 000 mégawatts de capacité thermique que nous optimisons au quotidien. Des activités thermiques bas carbone, des centrales au gaz bas carbone, nos actifs nucléaires. Donc ça, c'est d'une part notre rôle en tant qu'optimiseur d'actifs. Et enfin, très important, nous fournissons nos clients en électricité et en gaz. Pour vous donner quelques chiffres, donc nous vendons sur base annuelle environ 400 TWh de gaz et nous vendons sur base annuelle environ 150 TWh d'électricité. Donc ce sont des chiffres absolument importants, ce qui fait de nous un acteur très significatif en termes de gestion d'énergie et de trading. Alors maintenant, on peut s'interroger sur en quoi est-ce que les activités d'énergie, de gestion d'énergie et de trading, en quoi les marchés sont absolument fondamentaux pour accélérer cette transition énergétique. Nous avons parlé de la vague de libéralisation. On peut parler maintenant des impacts de la transition énergétique sur le secteur de l'électricité et du gaz. Commençons par les impacts au niveau de la production d'une part. Dans le système électrique, on observe une croissance absolument phénoménale des capacités installées solaires, éoliennes terrestres et éoliennes en mer. Ces capacités sont dites intermittentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la production d'énergie de ces capacités dépend des conditions de vent et des conditions d'ensoleillement. Et comme je vous l'ai expliqué précédemment, au sein des équipes de gestion d'énergie et trading, nous sommes en charge de l'équilibre de notre portefeuille. Et donc, quand il y a trop de soleil, trop de vent, ou à contrario, quand il n'y a pas assez de soleil ou pas assez de vent, il faut compenser. Il faut compenser pour que nous puissions satisfaire la demande de nos clients. Comment compensons-nous? Nous pouvons faire appel à d'autres moyens de production que nous avons dans notre portefeuille européen diversifié et bas carbone, des centrales hydrauliques, des batteries. Nous pouvons faire appel à nos centrales à gaz flexibles pour compenser. Et nous pouvons faire appel aussi au marché. Ça veut dire acheter ou vendre dans les marchés quand il y a un déficit ou un excédent d'énergie dans notre portefeuille. Ça, c'est côté production. Et donc, à travers ces exemples, ce que j'essaie de vous faire sentir, c'est que l'entité de gestion d'énergie et trading est absolument au cœur de cette histoire-là. Puisque grâce à nos activités, nous permettons à ces actifs renouvelables d'être intégrés de façon efficace dans les marchés. Maintenant, si on regarde ce qu'il se passe et les impacts de la transition énergétique sur la partie consommation, c'est aussi très très important. En fait, la transition zéro carbone entraîne une demande croissante d'énergie décarbonée. Tous nos clients souhaitent consommer du vert, du renouvelable. C'est vrai pour les grandes entreprises technologiques, c'est vrai pour les grands industriels, mais c'est aussi vrai pour les collectivités locales et les résidentiels. Et donc, une façon de consommer du renouvelable et donc de décarboner sa consommation, je parle d'un point de vue d'un client, c'est de faire appel au corporate PPA. Alors, corporate PPA, pour le coup, c'est un terme un peu barbare, qui veut dire Corporate Power Purchase Agreement. C'est pas très compliqué. En fait, un corporate PPA, c'est un contrat de livraison d'électricité qui lie un vendeur, généralement un producteur, avec un acheteur, généralement un consommateur. C'est un contrat qui, la plupart du temps, est sur du long terme, typiquement de 10 à 15 ans. Ce genre de contrat, c'est bon pour les producteurs. Pourquoi c'est bon pour les producteurs? Parce que ça donne un cadre de revenus et une visibilité sur le cadre de revenus sur du long terme, ce qui est souvent nécessaire aux producteurs pour engager des investissements qui sont souvent très lourds.
D'autre part, côté consommateur, ce type de contrat est également très avantageux. Ça permet d'une part de décarboner, et puis d'autre part, ça donne visibilité sur les coûts de consommation sur du long terme. Alors me direz-vous, mais que vient faire la gestion d'énergie et les marchés dans tout ça? Eh bien, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, nous sommes le trait d'union entre les consommateurs et les producteurs. Et donc, nous faisons en sorte que le déploiement de corporate PPA soit possible. Chez Engie, le déploiement des corporate PPA, ça se passe via l'entité de gestion d'énergie et de trading. Nous sommes en quelque sorte là pour régler les problèmes d'adéquation. Quels sont ces problèmes d'adéquation? Si vous regardez le profil de production d'une capacité intermittente, qu'elle soit solaire ou éolienne, on voit bien que ça ne ressemble pas tout à fait à un profil de consommation. Ça ne ressemble pas à un profil de consommation typiquement industriel, ça ne ressemble pas non plus à un profil de production, de consommation au niveau résidentiel. Et donc, c'est au sein de notre entité que nous gérons ces problèmes d'adéquation, de profilage et ces problèmes de transformation. Il peut aussi y avoir des problèmes d'adéquation en termes de taille. Je ne connais pas beaucoup de consommateurs qui sont capables d'absorber la totalité de la production intermittente d'un champ éolien en mer. Il peut aussi y avoir des problèmes d'adéquation en termes de géographie. Tous les pays en Europe ne sont pas équivalents en termes de ressources éoliennes ou solaires. Et vous pouvez avoir des industriels au nord de l'Europe qui souhaitent avoir accès aux capacités solaires qui sont bien développées plutôt dans le sud de l'Europe. Et donc ces problématiques d'adéquation et ces problématiques donc, de transport d'énergie, c'est au sein de l'entité de gestion d'énergie que cela se passe. Alors je voulais, sur les corporate PPA, pour préciser mes propos, je souhaitais vous donner 3 exemples très très concrets, tout à fait significatifs, que nous avons réalisés récemment. Je commence par l'exemple d'une société technologique, donc Google en Allemagne. Nous avons signé avec eux un accord de partenariat très significatif par lequel nous nous engageons à leur fournir de l'électricité verte. Et la particularité de ce contrat, c'est qu'on garantit heure par heure un certain pourcentage d'électricité verte. Alors c'est une première, c'est un contrat tout à fait significatif. C'est bon pour Google évidemment parce que ça leur permet de décarboner, de développer leur data center. C'est bon pour les actifs de production parce que ce contrat est basé sur une combinaison de parcs éoliens et de parcs solaires. Donc c'est bon pour les actifs de production, pour les parcs éoliens parce que ça leur permet d'étendre leur durée de vie. Pour les capacités solaires parce que ça permet de développer des capacités solaires. Et enfin, c'est bon pour l'industrie parce que ce contrat est innovant et ce sont des pas vers le 24/7 renouvelable qui est tellement important pour pouvoir décarboner le système électrique. Un deuxième exemple significatif, celui d'un industriel, cette fois-ci en Belgique. Donc nous avons signé avec Ineos, grand chimiste, un contrat un corporate PPA basé sur de la production éolienne en mer. Donc c'est un contrat de 3 TWh, donc c'est un contrat très important en volume. Et enfin, un dernier exemple, celui de Fangeau dans l'Aude, en France cette fois-ci. Donc Engie développe un parc solaire d'environ une vingtaine de mégawatts, et Engie réserve la production de ce parc solaire aux collectivités locales et aux entreprises locales. Donc on voit bien à travers cet exemple-là que finalement les corporate PPA, c'est vraiment pour tout le monde. Donc c'est pour les grands acteurs, grandes sociétés technologiques, c'est pour les grands industriels, mais c'est aussi pour les collectivités locales. Et donc c'est très très important d'accélérer le déploiement de ces corporate PPA pour pouvoir décarboner le plus vite possible. Alors avant de prendre vos questions, je souhaitais vous donner un petit mot de conclusion. L'urgence climatique est là et il est vraiment essentiel d'accélérer la transition énergétique et d'accélérer cette transition zéro carbone.
Chez Engie, on s'engage, on agit très concrètement, au jour le jour, pour accélérer cette transition zéro carbone. Nous serons zéro carbone à l'horizon 2045. Nous avons pris des engagements forts en termes de sortie du charbon. Et j'espère vous avoir convaincu que dans toute cette affaire-là, la gestion d'énergie, les marchés et le trading sont un ingrédient absolument essentiel pour permettre de développer plus vite et d'intégrer les capacités renouvelables dans les marchés, et d'autre part, pour décarboner la consommation de nos clients, pour décarboner le système de la façon la plus rapide possible et à l'échelle. Merci de votre attention. Alors, comme je vous l'ai dit au début, on est dans une masterclass, donc je serais ravi de prendre vos questions ou bien des questions qu'on pourra avoir à distance. Oui, je ne sais pas s'il y a un micro pour monsieur. Oui. Tenez, monsieur. Merci. Bonjour, Auguste Derix de chez Midcap. Vous avez dit en introduction qu'il y avait un seul prix en Europe. Je voulais savoir si on n'avait pas intérêt à créer différentes zones indépendantes entre elles pour profiter de différents prix. Donc, merci pour votre question. Alors, je vais préciser donc ce que je vous ai dit, c'est que les prix donc sur la partie électricité, donc les prix étaient déterminés de façon coordonnée en Europe. Donc ça veut dire que les prix, en fait, se fixent de façon coordonnée. Ça ne veut pas dire qu'il y a un seul prix qui est valable partout en Europe. En fait, ce prix est déterminé de façon coordonnée à la maille européenne, donc en optimisant l'ensemble des pays. Et il y a un prix par zone de marché, les zones de marché correspondant aux pays à quelques exceptions près. Et donc, s'il n'y a pas de contrainte d'interconnexion entre les pays, alors il y a un seul prix, le même, qui prévaut sur toute l'Europe. Si par contre, comme c'est souvent le cas, il y a des problèmes de congestion, alors il y a des différentiels de prix qui peuvent apparaître. Donc typiquement, aujourd'hui, quand il y a énormément de production, énormément de vent dans le nord de l'Allemagne, et on sait que dans le nord, au niveau européen, il y a beaucoup d'usines éoliennes qui sont situées dans le nord de l'Allemagne. Eh bien, quand il y a énormément de vent dans le nord de l'Allemagne, il y a des problèmes de congestion, et donc ça veut dire que l'énergie éolienne ne peut pas circuler librement en Europe, et donc ça implique des prix plus bas en Allemagne par rapport à leurs voisins. Réciproquement, quand il y a un déficit de production éolienne, on peut avoir des phénomènes inverses qui se passent avec des prix plus élevés en Allemagne par rapport à leurs voisins. Voilà. D'autres questions ? Tenez, monsieur. Alors, Claude Niamonilo, est-ce que le gaz a encore une place dans la transition énergétique ? Alors, c'est une question très très intéressante et ça mérite un petit développement. La réponse est absolument. Le gaz est absolument clé pour accélérer cette transition énergétique et pour pouvoir décarboner à l'échelle et rapidement. En fait, si on veut décarboner le système énergétique, bien sûr, il faut faire des économies d'énergie, mais un système électrique uniquement n'est pas satisfaisant. Le gaz a complètement sa place, c'est au fond, c'est ce qui va permettre, le gaz, c'est ce qui va permettre d'aller vraiment dans le 24/7 renouvelable. Parce que les capacités renouvelables sont intermittentes, et donc les besoins de flexibilité du système énergétique sont importantes, et il faut aller chercher cette flexibilité. Et pour ce faire, l'hydrogène et les gaz bas carbone sont absolument essentiels. Et nous, Engie, on s'engage également dans ces métiers d'avenir. Nous avons des ambitions fortes sur l'hydrogène. Je n'ai pas eu l'occasion de les décrire ici, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose sur lequel on veut se développer dans le futur. C'est vraiment le trait d'union entre le renouvelable d'une part et les infrastructures d'autre part. Donc pour nous, pour l'hydrogène, chez Engie, c'est un élément absolument fondamental. Oui ?
sur l'hydrogène. Donc, Je crois qu'on a compris. oui. Non, je voulais lui suggérer de développer un peu en quoi Engie, particulièrement, s'implique dans la production, dans le développement de l'hydrogène très à la mode. Tout à fait. Donc, merci pour votre question. Donc, on a des ambitions très concrètes. Donc, en 2025, on souhaite avoir 600 MW de capacité de production d'hydrogène verte. Et on veut porter ce chiffre à 4 gigawatts plus tard. Donc ce sont des ambitions très fortes, très concrètes. Et aussi, Engie, demain, ce ne sera pas seulement un producteur d'hydrogène vert, mais aussi en termes d'infrastructures, puisque nous avons des infrastructures gazières, nous souhaitons jouer un rôle important dans le transport et dans les infrastructures d'hydrogène. Et je reviens pour le marché. L'hydrogène, c'est quelque chose qui va être absolument nécessaire pour pouvoir décarboner à l'échelle des secteurs qui sont très très difficiles à décarboner. En fait, quand on regarde les secteurs qui sont le plus difficiles à décarboner, on voit que sur la partie industrielle, notamment en ce qui concerne les industries lourdes, aujourd'hui, ces industries consomment des combustibles à fort contenu carbone. Et remplacer ça, c'est quelque chose qui est compliqué. Et c'est là où l'hydrogène peut jouer un rôle. Et aussi, l'hydrogène peut certainement jouer un rôle à la maille locale. Et donc, nous, chez Engie, nous voulons jouer un rôle très important sur l'économie de l'hydrogène de demain, que ce soit dans les infrastructures ou que ce soit en termes de producteurs d'hydrogène vert, où nous pensons que l'hydrogène, c'est vraiment le trait d'union entre ce renouvelable et les infrastructures. Monsieur. Est-ce qu'on a une idée du pourcentage à l'avenir que peut représenter l'hydrogène dans les différentes énergies? Alors là, j'ai pas les chiffres avec moi. Je vous invite à laisser votre nom et je vous reviendrai après la session. Mais je préfère pas vous donner de chiffres parce que je souhaite être précis. Je pense que je dois terminer. On me fait des grands signes pour dire que... Oui, pardon. Dernière question. Oui, est-ce que la taxe carbone, finalement, a un rôle à jouer aussi aujourd'hui dans la transition énergétique? Alors, le marché carbone, c'est un élément... Merci pour votre question, parce que c'est un élément absolument clé. En fait, il est très, très important d'avoir des signaux qui permettent de favoriser une production et des activités qui sont faibles en émissions carbone. Et donc c'est très très important d'avoir des incitants économiques, à la fois pour les producteurs, mais également pour les consommateurs. Et donc ce marché du carbone, parce qu'en Europe il y a un marché carbone, donc c'est pas tout à fait une taxe carbone, c'est un marché carbone. C'est un instrument absolument fondamental pour accélérer la transition énergétique. Et oui, c'est un bon instrument. Maintenant, il faut faire attention qu'il y a des points d'attention sur le design de ce marché carbone. En effet, il faut faire attention à ce que l'Europe ne soit pas une zone qui ait des désavantages compétitifs par rapport à des endroits dans le monde où il n'y a pas de marché carbone. Et donc, il y a des sujets qui sont discutés au niveau européen pour le moment, que l'on appelle Cross-Border Adjustment Mechanism, qui sont très très importants pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de désavantage compétitif pour nos industriels en Europe par rapport aux industriels en dehors de l'Europe. Merci pour votre question parce que ce prix carbone est absolument clé pour accélérer cette transition énergétique. Je dois vraiment arrêter, on me fait des grands signes derrière. Merci beaucoup en tout cas, j'étais ravi d'être avec vous et j'espère que cela vous aura été utile. À bientôt.